temps universel, bonjour et bienvenue au grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Au sommaire, Cheikh Ibrahima Koli porté à sa dernière demeure à Baïla près de Bignona. La famille du jeune tombé lors des manifestations des derniers jours réclame justice. Fin de cavale pour 6 des 21 détenus qui s'étaient évadés de la prison de Mbour vendredi dernier, les autres activement recherchés. Grève des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal les 15 et 16 mars prochains. Les revendications de leurs syndicats et les modalités du mouvement dans ce journal. Kazou Rajab ou l'anniversaire de Serigne Fallou Mbacké, malgré les restrictions sanitaires et les consignes des autorités, les talibés ont fait le déplacement de Touba en masse. Et puis notre rendez-vous quotidien avec les deux spécialistes sur une question d'actualité. Point de vue aujourd'hui sur la question suivante: quelle réforme dans la gouvernance des affaires publiques au Sénégal au vu des derniers événements? Souleymane Niang. À la mise en onde de ce journal à l'UNBA. Il s'appelait Cheikh Ibrahima Koli et comme la majorité des personnes décédées lors des manifestations pour la libération d'Ousmane Sonko, il était très jeune. Cheikh Ibrahima Koli a été inhumé hier dans son village de Baïla. Ses proches, étreints par l'émotion, parlent d'une perte énorme pour leur famille et pour la communauté. Surtout, ils exigent que les circonstances de la mort violente de leur fils soient élucidées et que justice soit rendue. Lamine Ba. Baïla, village de Cheikh Ibrahima Koli, du nom de ce jeune manifestant tombé sous les balles au cours des affrontements avec les forces de l'ordre la semaine dernière à Bignona, a refusé du monde. Parents, amis, acteurs politiques de la société civile, tous ont pris part à l'inhumation de ce jeune, décrit très serviable et disponible pour sa communauté. Abdou Koli, cousin de Cheikh Ibrahima Koli. C'est une perte pour notre famille parce que c'est un jeune prometteur. C'est une perte pour la communauté parce qu'il est au service de tout le monde. Des moments de tristesse et de désolation mis à profit par les acteurs de la société civile pour s'associer au concert d'indignation. Boubacar Soli, membre de Frappe France Dégage. C'est vraiment triste pour Bignona parce que Bignona a perdu 4 de ses fils aujourd'hui, ce qui est très déplorable. Toute personne qui est venue ici à l'enterrement du camarade Cheikh Ibrahima Koli a le cœur meurtri. Les acteurs politiques ont aussi fait le déplacement en masse pour rendre un dernier hommage à celui qu'ils considèrent comme un martyr de la démocratie. Bakary Diatta, responsable de PASTEF dans la commune de Bignona, invite les organisations de défense des droits de l'homme à se saisir du dossier pour en situer les responsabilités. C'est insupportable. Nous lançons un appel à l'endroit des organisations des droits de l'homme. Amnesty International doit se saisir de ce dossier afin de faire la lumière sur le carnage qu'il y a eu à Bignona. La famille de la victime formule une doléance dans le même sens. Nous attendons vraiment des explications parce que nous voulons comprendre comment il est mort et nous voulons aussi que la justice soit faite. Il faut rappeler que Bignona a enregistré au cours des affrontements de ces derniers jours 4 décès, dont un collégien de 14 ans qui a succombé d'un traumatisme crânien à l'hôpital régional de Ziguinchor. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Présent à l'inhumation de Cheikh Ibrahima Koli, le maire de Sindian a accusé les forces de l'ordre d'avoir fait un usage excessif de la force face à des manifestants qui n'avaient que des pierres par devers eux. Yankoba Sagna appelle les forces de défense et de sécurité à plus de discernement lors de leurs interventions afin d'éviter un bain de sang comme ce fut le cas à Bignona. Yankoba Sagna au micro de Lamine Ba. Je suis d'avis que la vie est sacrée et je m'adresse aux forces de défense et de sécurité pour leur dire qu'il faut qu'elles comprennent que ceux qui leur donnent des ordres en ce moment sont appelés à quitter. Un jour, personne n'a le droit de prendre une arme et de la pointer sur des jeunes presque désarmés qui n'ont que des pierres pour les fusiller. C'est inacceptable. Je pense que cela, il faut l'appeler de l'usage disproportionné de la force parce qu'il faut quand même l'admettre. Ces jeunes n'avaient pas des armes, ils n'avaient juste que des pierres pour protester. C'est pourquoi j'estime que quelqu'un qui a un fusil ne doit pas faire face à des jeunes qui n'ont que des pierres. Les pierres ne représentent aucune menace pour eux. Pourquoi utiliser des armes sur des jeunes manifestants? De surcroît, les forces de défense et de sécurité doivent savoir qu'elles le sont parce qu'elles le sont de la volonté des populations. C'est une contribution de ces populations qui les rémunèrent mais également qui les équipent. Elles ne doivent pas se retourner contre ces mêmes populations. Et je pense qu'ils ont aussi chez eux des gens qui ont le même âge que ces jeunes qui ont été tués. Ça mérite méditation. Que ceux qui ont commis ces crimes sachent que nous ne sommes pas prêts à le pardonner, encore moins à l'accepter. Sénégal,
Le responsable de PASTEF local l'évoquait tout à l'heure dans le reportage de Lamine Ba sur l'inhumation de Cheikh Ibrahima Koli. L'assistance judiciaire des organisations de défense des droits humains aux victimes de violences au cours des dernières émeutes à Dakar et dans tout le pays. Amnesty International, la Ligue sénégalaise des droits humains et la RADDHO affûtent leurs armes et déjà beaucoup de dossiers sont sur la table. Les victimes commencent à se signaler et des avocats sont en train de se constituer. Mohamed Ali Mouba. Pour le moment, tout le monde n'est pas encore là, mais quelques victimes et leurs familles ont commencé à se signaler. Les dossiers s'empilent progressivement et les avocats commencent à se constituer. Sadiq Niass de la RADDHO. Il y en a beaucoup, je pense on a parlé de 11 décès, de 11 morts. Il y a parmi ces décès, il y a vraiment de très jeunes, c'est des jeunes de 20 ans, autour de 18-20 ans, moins de 18 ans. Mais on a aussi quelques 590 victimes. Voilà. Beaucoup de blessés. On n'a pas encore le nombre exact. C'est pour ça qu'effectivement, dans le cadre de notre action aussi, une étape importante serait de mener cette enquête et de situer, de déterminer vraiment l'ampleur effectivement des dégâts. Mais d'emblée, Seydi Gassama d'Amnesty International Sénégal n'a pas confiance au parquet pour diligenter des enquêtes exhaustives et impartiales. Mais il avertit contre toute fuite en avant. Donc il faut que la lumière soit faite sur ces actes qui sont des actes extrêmement graves et nous allons avec ténacité, avec nos avocats, avec les familles, porter des plaintes. Si les plaintes n'aboutissent pas au Sénégal, partout où les victimes ont des membres de la famille, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, nous demanderons aux familles sur place de porter plainte. Les organisations de défense des droits humains assurent une assistance judiciaire aux victimes ou aux familles des victimes qui se présentent. Pour documenter les cas de violence, elles comptent sur les témoignages et autres vidéos prises lors des manifestations. N'est-ce pas? Les personnes nous ont dit qu'ils ont identifié clairement les auteurs, n'est-ce pas, de ces actes de torture et de ces actes de barbarie contre des personnes. Dans différents commissariats de police, dans différentes brigades de gendarmerie, où des gens auraient été torturés. Nous avons des allégations sérieuses qu'il y a eu des actes de torture. Nous avons même un de nos membres à Kaffrine qui a été arrêté, tabassé, giflé, simplement parce qu'il s'indignait, n'est-ce pas, de la violence exercée par la police contre des manifestants devant son domicile. Donc, ce sont des actes criminels qui ne vont pas passer inaperçus. Signe que l'État est frileux et pas prêt à rendre justice, les procureurs sont en train de délivrer des autorisations d'inhumation sur la base d'un simple certificat de genre de mort délivré par un médecin généraliste. Les défenseurs des droits humains exigent des autopsies médico-légales sur les corps avant toute inhumation. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. L'activiste Guy Marius Sagna est toujours en détention à la prison du Cap Manuel. Il a été placé sous mandat de dépôt il y a une dizaine de jours pour participation à un mouvement insurrectionnel et menace de troubles à l'ordre public. Selon un de ses avocats, Maître Moussa Sarr, qui lui a rendu visite, Guy Marius Sagna va entamer une grève de la faim à partir de lundi prochain. C'est pour réclamer la libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Et puis le collectif pour la défense de leurs camarades Guy Marius Sagna menace de descendre dans les rues pour exiger la libération immédiate et sans condition de l'activiste. En conférence de presse dans les locaux de Frappe France Dégage, il dénonce également les arrestations à domicile qu'il juge anormales. Oumou Kalsoumli, compte rendu. L'Uni dénoncée, c'est des arrestations à domicile. Ils se sont réunis devant les locaux de Frappe France Dégage pour une seule raison, la libération de Guy Marius Sagna. Les membres du collectif dénoncent également les arrestations qu'ils jugent arbitraires. Babacar Sall est le coordinateur du collectif pour la défense de Guy Marius Sagna. On n'a pas aussi exclu, n'est-ce pas, de descendre dans les rues pour demander sa libération, comme aussi la population l'avait fait la semaine passée pour la libération de Ousmane Sonko. Guy Marius Sagna, c'est un patriote, sa place n'est pas en prison. Au-delà de cette revendication, le collectif exige également la libération de 2 de leurs camarades étudiants arrêtés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nos 2 camarades étudiants, par exemple comme Amadou Wouribari et Amadou Sow, ce sont 2 étudiants qui ont été, n'est-ce pas, aussi amenés par les forces de l'ordre depuis la semaine passée. Et jusqu'à présent, nous demandons, n'est-ce pas, leur libération aussi. Parce que leur place aussi, ce n'est pas en prison,
mais ce sont les amphis pour continuer aussi les études comme il se devait. Les membres du collectif veulent faire des médiations auprès des autorités. Ils comptent descendre dans les rues s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Notez que les personnes interpellées lors des manifestations continuent de passer devant les tribunaux des flagrants délits de leur ressort. Ce matin, un prévenu du nom de Serigne Saliou Gueye, habitant à Grand Yoff, a été jugé et relaxé par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Et puis après 4 jours de fermeture, les magasins Auchan ouvrent petit à petit leurs portes. Celui de Fan Résidence a été le premier hier. Malgré les attaques et pillages, les employés de ce supermarché gardent le moral. La sécurité a été renforcée au grand bonheur de leurs clients. Anna Rocha a fait un tour ce matin, reportage. Après 4 jours de chômage technique, c'est avec un large sourire qu'Alain retrouve son travail. Il est rayonniste dans ce supermarché. Moralement, ce n'était pas facile. Ils n'ont pas cessé de nous soutenir à travers des messages d'encouragement, de soutien. Ce qui nous a vraiment motivés et apaisé le moral, franchement. Auchan Fan Résidence fait partie des rares supermarchés épargnés par les casseurs. Il était important pour les responsables de remotiver les troupes, explique Alou Diop, un des managers. On a eu l'initiative d'être le premier magasin qui est ouvert pour pouvoir remonter le moral aux autres magasins pieds. Aujourd'hui, Auchan compte plus de 1730 employés. On a eu 600 fournisseurs directs, c'est-à-dire des fournisseurs locaux. Aujourd'hui, les plus grands bénéficiaires sont des Sénégalais. Les Sénégalais sont au courant de ça et ils nous montrent leur soutien aussi. On l'a vu hier, on a reçu beaucoup de clients. Depuis la réouverture, hier midi, le magasin ne désemplit pas. Les rayons sont bien fournis, de la musique rythmée et une sécurité renforcée pour accueillir les clients. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur de revenir faire vos courses ici? Non, pas du tout, non. Vous sentez que vous êtes en sécurité? Oui, absolument. Ibra Ndiaye aussi habite dans les parages. Nous l'avons trouvé au rayon fruits et légumes. Il déplore la casse. Vraiment, cette ouverture, c'est bon pour nous. Est-ce que ça vous a fait mal qu'on ait attaqué les magasins Auchan? Ça fait vraiment mal. Les attaquants, c'est pas bon. Sur les 33 magasins Auchan qui existent actuellement au Sénégal, au moins 7 vont reprendre du service à partir d'aujourd'hui. Allons à Mbour maintenant pour parler de la mutinerie qui s'est produite vendredi dernier. Sur les 21 prisonniers évadés, 6 ont été retrouvés, les 15 autres sont toujours dans la nature, parmi eux des meurtriers. Selon nos sources, des détenus qui sont restés sont actuellement maltraités. Ils menacent d'observer une grève de la faim. Nos tentatives pour joindre le régisseur sont restées vaines. À Mbour, Abdourahmane Diallo. 4 jours après la mutinerie de la prison de Mbour, les recherches ont permis de retrouver 6 prisonniers. Au total, ce sont 21 prisonniers qui se sont évadés et lors de cette évasion, une dizaine de prisonniers se sont blessés, dont 2 cas graves. D'ailleurs, ils sont pris en charge. Selon nos sources, ce sont les détenus de la chambre 8 qui se sont évadés et au moment de l'évasion, il n'y avait que 8 gardes pénitentiaires, dont les 2 chefs de garde. Cette cellule de la prison de Mbour regroupe les supposés grands bandits, parmi eux des meurtriers. D'ailleurs, l'un des présumés meurtriers de l'agent de l'état civil de Mbour fait partie des évadés. Et selon toujours nos sources, les prisonniers qui n'ont pas réussi à s'en sortir subissent une maltraitance. D'ailleurs, certains d'entre eux menacent même d'observer une grève de la faim. Et nous avons tenté de joindre le régisseur de la prison de Mbour pour avoir sa version des faits, mais en vain. Ce qui est sûr est que la traque des 15 prisonniers en cavale se poursuit. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Évoquons maintenant cette proposition de l'homme d'affaires Serigne Mboup face au problème d'emploi des jeunes. Le président de la Chambre de commerce de Kaolack demande la mise sur pied d'une seule et unique agence pour gérer les offres d'emploi, en plus de mettre à la disposition des entreprises des financements de projets pour jeunes avec des conditionnalités. Le président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, Serigne Mboup, était l'invité de RFM Matin. Il faut faire renaître les sociétés qui produisaient des produits consommables locaux et aussi
encourager les entreprises existantes qui sont un peu dans des difficultés et de faire un partenariat pour qu'ils embauchent les jeunes et que l'État essaye de créer un office de l'emploi. Ils existent déjà, mais que tous les demandeurs de l'emploi soient orientés là-bas pour qu'on sache réellement les besoins de l'emploi de n'importe quel domaine, hein, même du gardien, du ménage, de n'importe quel domaine, même les personnes qui n'ont pas fait l'école, parce qu'ils peuvent faire du travail avec l'expérience comme des personnes comme moi. Deuxième, pour faire l'attention que nous vivons reste, il faut que l'État vers une amnistie, ou bien la population, le peuple, vers une amnistie générale, comme ce que Mandela avait fait. Tout le monde savait que si Mandela était venu et vouloir faire reddition des comptes, l'Afrique du Sud explose. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, on n'a pas dit qu'il y a des gens qui sont détournés, mais il y a beaucoup de personnes qu'aujourd'hui, on leur accuse. C'est vrai ou c'est pas vrai. Je pense qu'il est temps pour éviter que l'avenir, l'État qui va être là, travaille pour la reddition des comptes, ce qu'on demandera, soit une demande sociale. Ça peut nous amener dans des crises encore profondes. Et ça, je demande au président de la République, si on pouvait proposer ça, appelant tout le monde, je pense qu'actuellement arrange tout le monde, arrange l'opposition, arrange l'économie, arrange les personnes administratives, et que remettre les contrôles à zéro et d'avancer. L'emploi des jeunes, axe principal de l'adresse à la nation du chef de l'État lundi dernier. Le président de la République a également parlé du dialogue national. Macky Sall estime que le dialogue national se poursuit et que 25 points ont fait l'objet de consensus sur les 27 inscrits au menu des discussions. Mais des participants à ces dialogues soutiennent que les travaux sont suspendus depuis des mois. Ils ajoutent que le dialogue national est plombé par la politique politicienne. Binta Diallo. L'histoire donne certainement raison aujourd'hui aux plus sceptiques qui disaient que le dialogue national était une farce, une véritable. Hélène Tine, rapporteure de la commission ressources naturelles, déclare que de bonnes choses ont été faites pourtant, avec cependant un goût d'inachevé, regrette Hélène Tine. Dès que l'objectif qui était d'aller dans le gouvernement, que certains puissent rejoindre la mouvance, a été atteint, on a mis fin au dialogue. Malheureusement, je confirme qu'il n'y a pas eu de rapport déposé par la Commission des ressources naturelles et c'est dommage. Entre bonne gouvernance et gestion de nos ressources naturelles, le dialogue national était parti pour un consensus qui reflète l'intérêt du Sénégal. Si toutes les commissions du dialogue, telles que la commission environnement, la commission développement économique et social, la commission ressources naturelles, la commission paix et sécurité, des problématiques qui sont aujourd'hui au cœur de cette crise que traverse notre pays, avaient pu déposer leurs conclusions, le pouvoir actuel aurait pu les utiliser depuis 1 an parce que le dialogue a été arrêté au mois de mars. Ils auraient pu l'utiliser pour que nous puissions répondre, apporter des réponses, ou une réponse en tout cas par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. Parmi ceux qui ne croyaient pas en la bonne foi de ce dialogue national, il y avait Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Le leader du PASTEF avait qualifié à l'époque de mise en scène, comme au cinéma ou au théâtre, ce dialogue national. Le président de la commission du dialogue national a, lui, fait boucler le siège du dialogue et remis ses comptes au trésor public sans aucun grand résultat. Tout le monde est resté sur sa faim. À 12h18, passons maintenant à l'actualité sociale avec le SAMES qui va observer une grève de 48 heures à partir de lundi prochain. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal dénonce entre autres le dilatoire du gouvernement par rapport à ses revendications. Les syndicalistes déplorent également les violences dont les personnels de santé sont souvent victimes. Synthèse du communiqué du SAMES avec Koumba Sandiane Faye. Une grève de 48 heures les 15 et 16 mars, ainsi le décrète le syndicat autonome des médecins du Sénégal, le SAMES. Les médecins ne délivreront ni un certificat médical, ni un certificat de genre de mort. Seuls ceux qui sont en rapport avec les urgences seront dispensés. Dans leur communiqué, ces médecins disent avoir constaté des collègues en spécialisation et des étudiants de la faculté de médecine se voient toujours refuser la vaccination à Covid-19. Pendant ce
temps, écrivent les médecins, des politiciens hors de la cible en bénéficient allègrement. Selon toujours le syndicat, les médecins subissent des violences physiques et verbales de la part d'une partie de la population depuis le début de la lutte contre le Covid-19. Une série de violences qui a connu son apogée cette semaine avec l'attaque de structures de santé publique, de pharmacies, d'ambulances, d'agents de santé jusque dans leur domicile. Ces médecins considèrent aussi que l'État du Sénégal fait dans la diversion et joue au dilatoire pendant les négociations. Le SAMES exige ainsi la signature par les responsables des partis politiques et ceux de la société civile d'une charte pour le respect de l'inviolabilité de l'intégrité physique, morale et de la neutralité des agents de santé, la prise par les autorités étatiques de mesures concrètes qui garantissent la sécurité des agents de santé, mais aussi la vaccination immédiate de la totalité des étudiants de la faculté de médecine et des médecins en spécialisation. Pour cette semaine, le syndicat rappelle juste que la grève ne concerne pas les urgences, non plus la prise en charge des malades du Covid-19. Les activités de vaccination au Covid-19 non plus ne sont pas concernées. Un mot sur le bilan du jour, 156 nouvelles contaminations sur 1390 tests effectués, 63 cas contacts et 93 cas communautaires. On note 5 décès. S'agissant de la vaccination anti-Covid, cette semaine, le taux de couverture est faible au regard des chiffres publiés par le ministère de la Santé et comparativement à la semaine dernière, le programme élargi de vaccination précise que cet écart est dû à la disponibilité des vaccins. Les stocks de la pharmacie nationale d'approvisionnement, les stocks commencent à s'épuiser, mais selon le docteur Ousseynou Badiane qui tient à rassurer les populations, les manifestations n'ont pas impacté sur le déroulement de la campagne de vaccination. Awambaye. Le taux de couverture vaccinale de cette semaine s'annonce faible selon les données officielles du ministère de la Santé. Et pourtant, au début de la campagne, les chiffres étaient très élevés. Le responsable du programme élargi de vaccination, le docteur Ousseynou Badiane, explique cet écart qu'il juge d'ailleurs normal. Cette semaine, on a vacciné moins que les semaines précédentes, mais je pense que ça c'est lié à la disponibilité des vaccins. Comme vous le savez, le stock était très limité, donc ciblé principalement les personnels de santé dans un premier temps, ensuite les personnes âgées de plus de 60 ans avec comorbidité. Donc je pense qu'il y a eu des phases, la première semaine, une phase d'accélération, surtout au niveau des structures de santé où le maximum de personnel a été vacciné. Et maintenant avec le restant des doses, les gens étaient en train de vacciner quelques personnes âgées de plus de 60 ans avec comorbidité. Donc c'est tout à fait normal que le nombre de personnes vaccinées diminue au fur et à mesure qu'on avançait. Les manifestations de la semaine dernière n'ont pas ralenti les activités de vaccination, selon le docteur Ousseynou Badiane. On a pu quand même continuer la vaccination et les cumuls de personnes vaccinées, comme vous voyez, augmentaient chaque jour. Et on avait au moins plus de 1000 personnes qui étaient vaccinées par jour durant même cette période-là. Donc on ne peut pas dire vraiment que ça a impacté la vaccination. Le lot de vaccins Sinopharm, bientôt épuisés, et ceux d'AstraZeneca à 2 doses aussi, vont être administrés à partir de demain. Un mot de religion, le Kazu Rajab, où la naissance de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général des Mourides, est célébrée aujourd'hui. Beaucoup de fidèles ont effectué le déplacement dans la cité religieuse malgré les consignes des autorités. Marema Diop. Pour la deuxième année consécutive, le Magal de Kazu Rajab est célébré dans la sobriété. Avec la Covid-19, les fidèles ont été invités à célébrer la naissance de Serigne Fallou Mbacké dans l'intimité de leur foyer, dans le respect strict des mesures barrières. Malgré ces consignes données par les chefs religieux, certains talibés ne se sont pas empêchés de venir. On note une forte présence de fidèles dans la ville sainte. À la grande mosquée également, le dispositif est sur place pour accueillir les pèlerins. Lavage des mains à l'entrée, port obligatoire de masque, entre autres. Touba célèbre aujourd'hui la naissance du deuxième khalife de Serigne Touba de 1945 à 1968. La cité religieuse se souvient d'un homme multidimensionnel qui a réussi une œuvre immense à la tête de la communauté mouride. Marema Diop, Touba, RFM. RFM. L'actualité internationale.
Avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. En Côte d'Ivoire, des nouvelles du Premier ministre hospitalisé depuis le début du mois de mars dans un hôpital parisien. Ahmed Bakayoko a été transféré en Allemagne dans la matinée du 6 mars. Dans la capitale ivoirienne, son état de santé continue d'alimenter les débats. Gobi Ayabi. Le Premier ministre ivoirien est sous traitement médical en Allemagne. Selon le confrère Deutsche Welle, Ahmed Bakayoko aurait été transféré de Paris au centre hospitalier universitaire de Fribourg le samedi 6 mars. Il y suivrait un traitement contre un cancer. L'hôpital universitaire est réputé pour son service d'oncologie. Depuis son départ du pays, les réseaux sociaux sont envahis par les rumeurs. Certains pensent que le Premier ministre serait victime d'un empoisonnement. Des affirmations sans aucun fondement, selon une source proche du pouvoir d'Abidjan. Ahmed Bakayoko est ainsi le deuxième Premier ministre ivoirien en un an à ne pas pouvoir occuper son poste pour des raisons de santé. Ironie du sort, Ahmed Bakayoko avait succédé en juillet 2020 au poste de Premier ministre à Amadou Gon Coulibaly qui était décédé quelques jours après son retour d'une convalescence de 2 mois en France. L'absence de Hambak, qui remplissait en même temps les fonctions de ministre de la Défense, a provoqué 2 nominations lundi dernier. Le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, devient le Premier ministre par intérim, selon le communiqué de la présidence. Et Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, nommé ministre de la Défense. Une information qui n'est pas bien accueillie par une bonne partie des Ivoiriens, car Téné Birahima Ouattara est le frère cadet du président Alassane Ouattara. Il est jugé trop austère et peu connu des Ivoiriens. Ici à Abidjan, Goubia Yabi, RFM. En Côte d'Ivoire, toujours la CENI a annoncé hier les résultats du scrutin législatif de samedi. Le RHDP d'Alassane Ouattara remporte la majorité avec 137 sièges sur les 254 de l'Assemblée nationale. Les partis d'opposition se partagent 91 sièges. La coalition entre le PDCI et les partisans de l'ex-président Gbagbo obtient 50 sièges au total. En Mauritanie, d'anciens ministres auditionnés dans le cadre de l'enquête sur les crimes économiques. C'est hier que le procureur de la République de Nouakchott a entamé les auditions. Le dossier épingle la gestion de l'ancien président Aziz de 2008 à 2019 et cite 14 membres de ces différents gouvernements, dont des anciens premiers ministres. Ils étaient parmi les premières personnalités entendues par le procureur. Ils sont soupçonnés de corruption et de détournement de biens publics dans un rapport d'une commission d'enquête parlementaire produit l'année dernière. En Guinée équatoriale, le bilan des explosions à Bata ne cesse de s'alourdir. Il est passé à 105 morts. 7 corps ont été découverts hier sous les décombres alors que 615 blessés ont été enregistrés. Lundi, plus de 60 survivants ont été retrouvés coincés sous les débris, dont 2 enfants de 3 et 4 ans. Le président Théodoro Obiang Nguema a condamné la négligence des militaires responsables de la gestion du lieu du drame. Les explosions causées dimanche par des munitions de gros calibre ont provoqué des ondes de choc qui ont totalement détruit de nombreuses maisons à proximité du camp militaire de Koatoma à Bata. La Guinée équatoriale a lancé un appel à l'aide internationale. Pour terminer, le décès de l'écrivain et historien Djibril Tamsir Niane lundi dernier à l'âge de 89 ans. Sa dépouille sera rapatriée en Guinée incessamment et c'est le président Alpha Condé qui prend tout en charge. Là-dessus, le mandataire de la famille de Djibril Tamsir Niane, l'imam Walisek, président de la Fondation d'appui aux initiatives pour la promotion de l'islam. Pour ce qui est du rapatriement de la dépouille, le président Alpha Condé, professeur Alpha Condé, président donc de la Guinée, a pris la décision que le gouvernement guinéen va prendre en charge tous les frais liés donc au rapatriement. Depuis donc la Covid, aucun corps décédé donc de la Covid n'a été rapatrié en Guinée. Mais pour le professeur Djibril Tamsir Niane, il a pris la décision exceptionnelle donc de faire rapatrier le corps pour qu'il repose en paix en Guinée. Puisque depuis son exil au Sénégal en 70, durant donc le règne de Sékou Touré, il n'a jamais donc quitté le Sénégal et sa famille a grandi ici. Tout ce qu'il a eu comme publication, donc il l'a publié ici. Donc la Guinée en a fait vraiment une affaire nationale et des obsèques donc dignes de son rang et de sa dimension donc vont être organisés donc par le président Alpha Condé, selon donc le ministère des Affaires étrangères. Donc demain, le ministre donc de
de la culture, Abdoulaye Diop, a été dépêché donc par le président Macky Sall et le gouvernement pour venir donc rendre visite donc à la famille demain à 10h au numéro 3 donc de l'avenue Bourguiba et vendredi à 10h sur l'esplanade donc de la grande mosquée omarienne. Donc des prières sont dites et aussi donc des hommages, témoignages donc par les universitaires, l'Assemblée nationale, le gouvernement avant le rapatriement donc du corps en Guinée pour son enterrement. Et c'est la fin de cette page internationale, Souleymane. Merci Georges Déthié-Diop, il est 12h et bientôt 30 minutes. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes. Quelle réforme dans la gouvernance des affaires publiques au vu des derniers événements au Sénégal? Nous en parlerons avec Momar Diong, journaliste et analyste politique, et avec Abdelaziz Diop, coordonnateur adjoint du Forum civil. RFM Sport. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Souleymane Niang, et bonjour à tous. D'abord, la Coupe de la Confédération. Le Jaraaf de Dakar est à l'assaut des Tunisiens de l'Étoile du Sahel. Le match est prévu cet après-midi à 16h. C'est à Tunis. Le Jaraaf qui compte aborder sereinement le match selon notre envoyé spécial de l'Observateur par ailleurs du groupe Futur Média que nous avons joint ce matin, Souleymane Ndiaye, pour plus de précisions. On peut dire qu'il y a un bon état d'esprit dans le groupe et une concentration maximum des joueurs, parce qu'ils savent que déjà qu'ils vont vers un match très intéressant. Donc c'est la raison pour laquelle actuellement il y a de la sérénité et les joueurs restent concentrés sur ce match d'après-midi, contre l'Étoile sportive du Sahel, qui n'est pas une équipe à prendre à la légère. Donc je pense que les joueurs sont conscients de ce qui leur attend cet après-midi. C'est la raison pour laquelle depuis hier, on sent cette sérénité au niveau des joueurs. À présent, nous allons écouter le nouvel entraîneur du Jaraaf de Dakar qui va mener ses troupes vers son premier match. Il s'appelle Cherkei. Il a été joint au téléphone par Youssouf Bodian. Oui, la préparation, ça se passe très bien depuis qu'on est arrivé en Tunisie depuis dimanche. On s'est bien acclimaté. On a eu la chance d'avoir presque 3 séances. Le match se prépare dans la sérénité avec un bon état d'esprit, un esprit de compétiteur. Les conditions sont réunies pour pouvoir faire un bon match devant l'Étoile sportive du Sahel. Je pense que les gosses ont été très bien aussi mentalisés et ils sont très bien concentrés pour faire un bon résultat ici. On joue le premier match à l'extérieur. Vous savez, dans un tournoi, il est intéressant de débuter avec un bon résultat. Donc l'objectif, c'est d'avoir ici un bon résultat. Les consignes données ont été claires, être concentré et avoir surtout de la patience. On a travaillé dans ce sens et je pense que les consignes seront respectées. Les joueurs sont motivés et ils sont déterminés à faire un bon résultat. Pour vous dire que l'objectif pour ce match, c'est de sortir de ce match avec un résultat positif. Dans le groupe C du Jaraaf, toujours à 13h tout à l'heure, les Tunisiens du CS Sfaxien croisent les Burkinabés de Salita Souleymane. Ligue des champions en Europe, le PSG et le FC Barcelone se retrouvent ce soir. Oui, défait 4-1 à l'aller au Camp Nou. Le FC Barcelone se rend au Parc des Princes du Paris Saint-Germain. Les coéquipiers de Lionel Messi ont un handicap de 4 buts à remonter. Il faudra noter que le coup d'envoi est prévu à 20h et le match, vous pourrez le suivre en direct sur la RFM. À la même heure aussi, Liverpool croise les Allemands de Leipzig à l'aller. Victoire des Reds sur le score de 2-0. Hier, à l'entame de ces 8e de finale, la Juventus de Turin a été sortie par les Portugais du FC Porto, alors que le Borussia Dortmund s'est qualifié devant les Espagnols du FC Séville. Au même moment, les championnats se poursuivent. Oui, et c'est la mise à jour. Le championnat allemand, plutôt espagnol d'abord, à 18h ce soir. Le leader, Atlético Madrid, accueille Athletic Bilbao. Au classement, les Colchoneros devancent de 3 points le Football Club de Barcelone, son dauphin, mais aussi le Real Madrid de 3 points qui occupe présentement la 3e place au classement de la Liga espagnole. En Angleterre, match avancé de la 33e journée de la Première Ligue. Ce soir, 18h, Manchester City, leader accueille Southampton, 14e au classement. Match avancé de la 22e journée de la Ligue en française, 18h cet après-midi ou alors ce soir. L'Olympique de Marseille, 8e au classement, accueille Rennes, 10e. Lyon, Monaco et Lens dominent le championnat français. Dijon, Nantes et Nîmes sont relégables. À 17h30 ce soir en Allemagne, Bielefeld joue contre le Werder de Brême. En tête de la Bundesliga, il y a le Bayern Munich, 2 points de plus que Leipzig. Son dauphin, le mythique stade du Maracana, va changer de nom en hommage au roi Pelé. La ville de Rio de Janeiro a pris cette décision sur vote ce matin.
Enfin, le gouverneur de l'État de Rio de Janeiro doit donner encore son aval pour ce changement. Le Maracana a accueilli les finales de Coupe du Monde de 1950 et de 2014, aussi l'ouverture des Jeux Olympiques de 2016. Pelé a fêté ses 80 ans en octobre dernier, Suleiman. Merci, cher Tidiane Diagne, 12h34 minutes. La revue de presse est signée Georges Détidiop. L'avocat rédacteur de la plainte de Adji Sarr contre Ousmane Sonko connu. L'observateur révèle que c'est maître Pape Sambasso, dit Gabi, et non maître Diordiagne accusé d'avoir écrit la lettre et d'être l'auteur d'un message théorisant le complot contre le leader de PASTEF. Et si maître So est intervenu dans ce dossier, c'est parce qu'il a été sollicité par Sidi Ahmed Mbaye. Et après avoir rédigé la plainte, l'avocat a mis Sidi Ahmed en relation avec un médecin. L'observateur qui souligne par ailleurs que cette affaire demeure secoue le barreau. Selon l'Obs, une plainte qui vise des avocats est même annoncée dans les prochains jours pour faire la lumière dans ce dossier. Dossier dans lequel Ndeye Khady Ndiaye, la patronne du salon Suite Beauté, est impliquée. Les Échos nous apprend qu'elle ne va pas déférer aujourd'hui à la convocation du juge. Ses conseils évoquent le désistement du juge du 8e cabinet. Selon maître Ousseynou Gaye, la convocation du juge du 8e cabinet est annulée. C'est lui qui les avait convoqués et ils ne peuvent pas se présenter au premier cabinet. Cette affaire Adji Sarr Ousmane Sonko a conduit à des violences dans le pays, des violences meurtrières. Le journal Le Quotidien fait le bilan. Au moins 10 morts et près de 600 blessés. 4 femmes violées à Keur Moussa lors des manifs. Dans le même sillage, l'observateur annonce que plus de 500 jeunes ont été arrêtés, 350 déférés et près de 150 ont été envoyés en prison. Et pour tirer tout cela au clair, Sud Quotidien rapporte que la société civile demande l'ouverture d'une enquête indépendante et crédible pour situer les responsabilités dans ces morts et condamner les auteurs et autres commanditaires. La société civile, les chefs religieux et les chefs coutumiers qui ont sauvé le Sénégal. L'AS les appelle d'ailleurs les remparts, les derniers ressorts. Le journal souligne que le Sénégal était au bord du gouffre il y a seulement quelques jours. Mais heureusement, des hommes de valeur ont pris leur bâton de pèlerin pour décanter la situation. Et la vie reprend donc son cours normal. Constat du journal Le Soleil. L'UCG a déployé 1000 agents pour nettoyer les rues de la capitale et à Bignona, ce sont les jeunes qui se mobilisent pour enlever les débris. Demain, le mouvement de la défense de la démocratie, Arsenal Démocratie, reprend du service. Les Échos informent que le mouvement prévoit vendredi une journée de deuil national en hommage aux personnes qui ont perdu la vie lors des manifestations et un rassemblement samedi à la place de l'Obélisque pour la libération des détenus. Des nouvelles du capitaine Oumar Touré en charge de l'enquête sur l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko et qui a annoncé récemment sa démission de la gendarmerie. Il parle dans Tribune. L'officier de la gendarmerie confie que ses principes ont été bafoués. C'est pourquoi il a rendu sa démission. Il souligne que l'enquête a été bâclée et il demande la démission du procureur de la République et du ministre de la Justice. En tous les cas, selon des infos de enquête, le capitaine Oumar Touré n'a jusqu'ici pas déposé de lettre de démission. Et après 6 jours d'absence, il sera arrêté selon la procédure, au moins de regagner son poste. Enquête précise que dans la gendarmerie, il faut 10 ans pour pouvoir démissionner. Les sports à présent avec la Champions League européenne. Ce soir, Paris Saint-Germain, Barça et Liverpool, Leipzig. Ghana et Sadio en ballottage favorable, indique Record. PSG et Liverpool près d'écart renchérissent-stade. Le journal qui avertit gare à la remontada. Dans le monde de la lutte, l'on en veut au ministre de la Justice. Malik Sall avait déclaré sur France 24 que les jeunes qui sont sortis lors des manifestations sont des lutteurs. Conséquence des tirs groupés sur lui. Dans Sunulam, Gris Bordeaux annonce une plainte contre lui. Khadim Gadiaga parle de manque de respect. Konaté de l'écurie Bariaï demande sa démission. Et pour terminer, les manifestations de ces derniers jours toujours avec ce fait inédit qui s'est déroulé à Saint-Louis. Fait inédit raconté par Source A. Des talibés qui faisaient partie de la foule sont entrés dans une boutique mise à sac avant de tomber nez à nez sur des canettes de bière. Et n'ayant rien compris, ils se sont arrachés la boisson dont ils ne devaient surtout pas s'approcher. Résultat, selon Source A, après s'être servis, les talibés ont commencé à semer le désordre dans leur dara. Si certains se mettaient à proférer des injures et autres insanités, d'autres débitaient des propos incompris de leur maître coranique, titubés, tombés à tout va, avant de sombrer dans un profond sommeil. À vos kiosques et bonne lecture.